Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. La semaine dernière, nous étions exceptionnellement éloignés de notre marotte, à savoir la NBA, afin de parler équipe de France, une équipe où figurait un certain Guerschon Yabusele. Or, le nouveau joueur de l'Asvel, on se souvient que pendant 2 ans, jusqu'à l'été dernier, il a tenté de faire sa place en NBA parmi une myriade de très jeunes joueurs. Et là, vous me voyez arriver. C'est de ça dont on va parler. C'est les meilleurs espoirs, ceux qui ont 18, 19, 20, jusqu'à 21 ans. Il y en a déjà qui sont pas mal à être franchise player, donc c'est-à-dire leader de leur équipe, ou all-star. À cet âge-là, on parle des Luka Doncic, Jason Tatum, Zion Williamson, ou Trae Young, ou encore Ja Morant. C'est de ce 109, de ces pépites comme on dit aujourd'hui, nous allons parler dans ce 18e step back de la saison. Et pour cela, je suis accompagné aujourd'hui, non pas de Maxime Mallet, notre New-Yorkais préféré, et j'espère que Franck Ntilikina, s'il nous écoute, ne sera pas vexé par ça, lui qui a justement 21 ans. Non, lui il est en repos, donc je suis accompagné aujourd'hui par mes magnifiques confrères, Arnaud Lecomte, bonjour Arnaud. Salut. Amaury Perdriau, salut Amaury. Bonjour tout le monde. Et Alessandro Pizzus, salut Sandro. Bonjour tout le monde. Allez, début du game. Alors déjà, pourquoi 21 ans maximum ? Parce qu'il fallait fixer une limite, la jeunesse n'en a pas vraiment. Mais avec celle-là, on se concentre sur les joueurs qui sont dits underclassmen, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de venir en NBA avant l'âge réglementaire de la draft, c'est-à-dire 22 ans. C'est ceux qui ont considéré qu'ils avaient déjà le niveau pour jouer, avant même la fin de leur formation universitaire ou à l'étranger. Alors Arnaud, est-ce que c'est ça, le fait d'accueillir de très jeunes joueurs, des joueurs qui ne sont pas censés avoir fini leur formation, c'est quelque chose qui est traditionnel dans la NBA ? Traditionnel, oui, dans l'ensemble, parce que ça fait maintenant une bonne trentaine d'années, de toute façon, que les joueurs, les meilleurs universitaires américains, ont tendance à quitter les rangs de l'université avant l'heure, donc avant les 4 années qui sanctionnent le cursus scolaire universitaire. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, c'est-à-dire les grandes stars des années 80, la NBA des années 80, ceux qui ont fait un petit peu découvrir la NBA au monde entier, n'ont jamais été au bout de leur cursus universitaire. Alors là, par je te exemple. coupe tout de suite. Un Michael Jordan, c'est 3 ans 3 à North ans, Carolina. c'est pas 4. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le one and done, c'est qu'une seule année. Pas tous, beaucoup, pas tous. C'est pas la règle. La règle, c'est de toute façon que aujourd'hui, il n'y a plus. Alors, pour revenir à l'historique, on a eu ces joueurs-là dans les années 80 qui déjà commençaient à quitter les rangs universitaires avant l'heure. Et ensuite, on a eu un deuxième phénomène dans les années 90, ça a duré une dizaine d'années environ, entre 1995 et 2005, où on a eu des joueurs qui sont venus directement des rangs du lycée, c'est-à-dire donc le système scolaire pré-universitaire. Donc ces joueurs-là, on se rappelle de Kobe Bryant, on se rappelle de Kevin Garnett, on se rappelle de Tracy McGrady, on se rappelle de LeBron James également, ou Dwight Howard. Tous ces joueurs-là ont sauté la case universitaire et ont été pour la plupart draftés très très haut en sortant du lycée. Donc là, on était dans l'extrême, ça a duré une dizaine d'années, puis la NBA a décidé de mettre un terme à cet extrême en 2005-2006 de mémoire, où on a fixé des règles un peu plus contraignantes. Et les règles fixées à l'époque sont aujourd'hui, à quelques détails près, sont à peu près celles qui régissent aujourd'hui l'univers de la draft des joueurs américains, à savoir que on ne peut plus quitter directement les rangs du lycée pour venir en NBA. Il y a une période probatoire d'1 année, et il faut aussi avoir 19 ans révolu l'année de la draft d'un joueur. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être drafté l'année de ses 18 ans. Voilà. Et c'est justement ça, sur les étrangers qui ne vont pas à l'université, il faut qu'ils attendent d'être dans l'année de leurs 19 ans. C'est pour ça que des Sekou Doumbouya ou Luka Doncic ont été draftés à 18 ans, mais ont eu 19 ans dans leur première saison. Luka Doncic, c'est un joueur intéressant parce qu'il est extrêmement dominant. Amaury, est-ce que des joueurs très très jeunes, c'est-à-dire mineurs à la version américaine, donc de moins de 21 ans, ont déjà été extrêmement dominants avant la génération actuelle ? Je pense que le premier auquel on va penser, c'est, en tout cas le plus récent, avant Doncic, je pense que c'est plutôt LeBron James, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Je pense que c'était un joueur qui, en sortie de lycée, était déjà ce qu'on va définir de NBA ready, en fait. Le seul critère sur lequel on va juger la capacité d'un joueur à intégrer la NBA, c'est si physiquement il va pouvoir encaisser ce choc-là. Donc entre LeBron James et aujourd'hui un Luka Doncic, il n'y en a pas eu tant.
Mais on a eu des anomalies physiques, des Greg Oden, des joueurs qui étaient prometteurs, mais finalement, rompus à la NBA, c'est les blessures qui s'enchaînent, c'est s'intégrer dans des franchises qui sont pas forcément prêtes à avoir ce genre de profil-là. Donc, c'est monnaie courante, comme disait Arnaud, mais il faut tomber au bon endroit, au bon moment et sur la bonne génération. Donc, c'est pas tous les ans un prodige qui a 18 ans et qui va en avoir 19 qui intègre la NBA, quoi. Pour être plus précis, est-ce qu'on a eu des All-Stars à 21 ans et moins ? Alors évidemment, tu vas me dire oui, mais beaucoup, pas beaucoup. Est-ce que c'est des noms ? Est-ce que c'est des joueurs qui ont confirmé pour la plupart ? Dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire de la NBA. on peut avoir une petite liste. Ils doivent être une trentaine, quoi, à peine. Bon, dans les plus connus, on a les LeBron, les Magic, les Kobe. Michael Jordan, je crois aussi, a été All-Star à 21 ans. Voilà, je dois l'avoir sous les yeux, mais bon. Et avant 20 ans, il y en a eu ou pas ? Le seul, c'est Kobe, c'est ça. Et du coup, ça aussi, c'est un peu présenté comme une anomalie, quoi. C'est Kobe des Lakers, beaucoup de représentation des Lakers dans le All-Star Game à cette époque-là. Donc, avant 20 ans, on n'est pas obligé de considérer non plus qu'un joueur est déjà dominant dans la ligue. Donc, il y en a déjà d'autres qui sont là depuis des années. Donc, c'est pas automatique. Mais quand on a affaire à un prodige, au sens propre du terme, c'est pas forcément choquant. Alors commençons le débat, justement, réellement, proprement dit. Sandro, en préparant cette émission, je suis tombé sur un petit débat d'ESPN qui durait 2 minutes, où participait notamment Jalen Rose. Et quand on lui demande qui sont aujourd'hui les meilleurs joueurs de 21 ans et moins en NBA, c'est ça l'intitulé de la question, on ne parle pas de potentiel, on parle qui sont les meilleurs. Il répond 1 Doncic, et c'est là la surprise, 2 Jason Tatum, 3 Zion Williamson. T'en penses quoi ? J'en pense que c'est 3 très bons joueurs et que j'aurais sûrement mis à peu près, à peu de choses près, le même classement. Peu de choses près. À peu de choses près, parce que peut-être que, au final, parce que j'ai un petit faible pour lui, c'est vrai, j'aurais peut-être mis Trae Young dans la discussion avec ces 3-là, parce que c'est un joueur quand même, il faut le rappeler, aujourd'hui, il tourne à 30 points de moyenne en NBA, c'est sa 2e saison. Alors après, on a Luka Doncic, qui est effectivement un joueur exceptionnel, qui enchaîne les triples-doubles. Il est d'ailleurs en avance sur tous les temps records pour battre le record de triple-double de la NBA. Donc pour l'instant, on est sur, on a eu beaucoup de chance ces dernières saisons avec des drafts très riches, avec beaucoup de talent, ce qui n'est pas toujours le cas, d'avoir des joueurs qui ont très vite été, comme l'a dit Amaury, NBA ready, c'est-à-dire prêts à faire ce saut de l'université ou en tout cas de la Ligue européenne à la grande ligue NBA. Et on voit ça tous les jours avec Jason Tatum qui est en feu en février, qui a été exceptionnel ces derniers temps, Luka Doncic et Zion Williamson, tu l'as dit, même si Zion, ça fait 1 mois et demi qu'il est en NBA parce qu'il a été blessé au début de saison. Donc il y a eu un échantillon de 10 matchs pour l'instant qui sont c'est un échantillon exceptionnel qu'on a eu pour l'instant. C'est un peu une entrée et on a envie de voir le plat de résistance quand ça va un peu se corser ces prochaines semaines avec la course au play-off. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, quand on a regardé la liste, il y a quelque chose moi qui me frappe, c'est on a de plus en plus de joueurs extérieurs qui sont jeunes et qui dominent, et c'est plus difficile pour les intérieurs de dominer tôt en NBA. Voilà, après, est-ce que c'est question de physique, là, pour le coup. Là, voilà. on parlait de. Voilà, mais comme le jeu. De maturité physique, c'est ça sûr, que tu vas dire. Comme le jeu s'extériorise de plus en plus, aussi, avec de plus en plus de tirs à 3 points, de plus en plus loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un Trae Young est placé aussi haut, aussi tôt, parce que son jeu colle avec celui de la NBA, là où il y a 10 ans, en fait, je pense qu'il ne serait pas à ce niveau-là. Un Trae Young, aujourd'hui, marque plus de 30 points de moyenne. C'est quelque chose de rarissime. Alors là, à cet âge-là, c'est quasiment. Pour autant, personne n'oserait le mettre au-dessus de Luka Doncic à cause des résultats, ou grâce plutôt aux résultats collectifs de Dallas, qui sont largement meilleurs. Alors que si on regarde sur le papier, en fait, là, ça paraît un peu bizarre à dire comme ça, mais Dallas, finalement, si on enlève Doncic, n'a pas un effectif largement meilleur que celui d'Atlanta. On peut quand même dire qu'il y a Doncic et les autres, Arnaud, que parmi toute cette liste qu'on a citée, il est vraiment totalement à part. Non, je pense qu'un Tatum, ce qu'il montre depuis quelques semaines, cette saison particulièrement, après une saison dernière qui avait été un petit peu en dedans par rapport à la première, où il avait déjà explosé. Là, il est en train de démontrer qu'il devient probablement le franchise player aujourd'hui des Boston Celtics, qui ont 4, 5 joueurs, 6 joueurs potentiellement franchise player.
Même Et si Kemba Walker. je vais un peu loin par rapport à un Jalen Brown ou un Marcus Smart, certainement, mais un Gordon Hayward n'était pas si loin que ça quand il arrive de Utah. Kemba Walker a été franchise player, qu'on le veuille ou non, un peu aux Hornets. Tatum a ce potentiel-là, clairement, et est en train de le démontrer. Donc par rapport à Doncic, j'ai pas le sentiment qu'il soit si loin. Il est même probablement au même niveau que Doncic en ce moment. Zion Williamson, on a peu de recul, comme le disait Sandro tout à l'heure. Bon, on sent bien qu'il a le potentiel pour être du niveau de ces deux-là, et probablement peut-être même encore au-dessus, parce que, rappelons-le, il n'a que 19 ans. Amaury disait tout à l'heure que Kobe Bryant avait été le seul joueur dans l'histoire à avoir été All-Star à moins de 20 ans. Si Zion avait été prêt depuis le début de la saison, il aurait été manifestement All-Star, vu ce qu'on voit depuis un mois et demi. Il aurait été All-Star, donc il aurait égalé Kobe, là, pour le coup. C'est 21 points, Zion Williamson, 8 rebonds, mais c'est surtout plus que ça, c'est un impact. C'est la confirmation de promesses dont on se demandait si un jour elles allaient être confirmées à cause de ces problèmes physiques qui l'ont justement privé des... Et puis, il a pour le coup, pour rejoindre la thématique du podcast, Zion a quasiment fait le grand saut entre la high school, enfin le lycée et la NBA. Il a finalement très peu joué l'an dernier à Duke. Pourquoi ? Parce qu'il a été blessé, rappelez-vous, la fameuse blessure à la cheville. Et puis parce que Duke n'a pas été très loin, a été en dessous des attentes et de loin au tournoi final. Donc il a finalement très peu joué à l'université. Donc on va pas considérer que c'est un joueur qui arrive de high school, mais c'est pas loin d'être ça quand même. Attention. Messieurs, est-ce que Zion c'est pas encore totalement... Quand on voit de l'extérieur, c'est pas totalement dégrossi. Il a d'énormes marges de manœuvre, ou est-ce que d'après vous, au contraire, il est en train de montrer qu'il peut dominer physiquement, mais vous ne le voyez pas forcément évoluer vers le haut? Il y en a qui le comparent à Barkley. Barkley, c'est comme ambitieux. C'est un joueur exceptionnel, Barkley. Écoute, je pense qu'un joueur comme ça, il faut tout le temps garder en tête qu'il n'a que 19 ans. Et il arrive à 19 ans avec un physique qui est déjà, en fait, au-delà des normes. Moi, ça me rappelle vraiment le physique qu'avait déjà LeBron quand il arrive en NBA. Donc, à partir du moment où il y aura peu de travail à faire sur cet aspect-là, il y en aura forcément. Le physique de LeBron, on se posait pas autant de questions sur se demander. Moi, quand je vois Zion Williamson tous les soirs, c'est super, mais je me dis, oh là là, il va peut-être se blesser, attention. Alors que LeBron, à son âge, à 19 ans, on se demandait pas ça, parce d'ailleurs, il s'est très peu blessé durant toute sa carrière. Ce que je veux dire, c'est quand tu le vois jouer, Zion, tu dis, il y a la question du physique, est-ce que ça va tenir ou pas, mais finalement, manifestement, ça tient. Et on pensait que il allait être limité dans son style de jeu. Est-ce qu'il allait pouvoir tirer à 3 points? Il tire à 3 points, il n'hésite pas. Il a la chance d'être tombé dans une franchise qui va lui ouvrir ses portes et son avenir. On mise tout sur lui. Zion aurait été drafté par Boston, il serait à Boston cette année, ce serait pas la même cuisine. T'es sûr? T'as pas pris. J'en mettrais pas. On peut pas jurer là-dessus. Mais bon, il faut pour un joueur comme ça, quoi qu'il arrive, même si le diamant est plus beau et plus gros que les années précédentes, il faut pouvoir le polir quand même, il faut pouvoir prendre le temps avec, il faut pouvoir le développer, le mettre dans un rythme de match NBA, 82 matchs saison. Alors évidemment, lui, il n'en aura pas autant. Moi, la question que je me posais, c'est, il marchait en université, il marchait sur l'universitaire, parce que il y avait personne qui pouvait égaler son intensité et son physique. Là, il arrive dans une ligue où il y a des clients, mais est-ce qu'il est capable de s'adapter au jeu qu'il lui est proposé? Et bon, il le fait, et c'est phénoménal, mais heureusement qu'il y a encore de la marge de manœuvre à 19 ans, quoi. Je voudrais revenir sur Jason Tatum, moi, qui tourne à plus de 30 points de moyenne dans une équipe qui gagne et qui gagne beaucoup et qui gagne des gros matchs. Boston vient encore de gagner à Utah, même si Utah c'est compliqué en ce moment, il faut quand même aller gagner à Salt Lake City. C'est assez énorme. J'ai l'impression que Jason Tatum est en train de développer pas une carrière, on va dire une dynamique à la Kevin Durant. Est-ce qu'il y en a un de vous qui me suit là-dessus? C'est vrai que quand tu vois ce qu'il est capable de produire offensivement, je parlais de son mois de février. Son mois de février, c'est 30,5 points, 7,5 rebonds à 51% au tir et 50% à 3 points. Et on ajoute aussi une interception et un compte par match. C'est quand même exceptionnel. Est-ce qu'il se rapproche de Kevin Durant ? Au niveau offensif, il y a des similitudes, c'est clair et net, parce que c'est un joueur qui avait déjà des fondamentaux impressionnants quand il jouait à l'université, lui aussi, sorti de Duke, une grande fac, un grand programme. Après, c'est juste au niveau défensif, je pense qu'il a encore une marge, même si je trouve qu'il s'améliore de plus en plus.
à ce niveau-là, mais bon, pour atteindre le niveau de Kevin Durant, qui est quand même un défenseur d'élite, hein, il y a encore un peu de chemin. Après, offensivement, c'est un joueur qui est déjà accompli. Il est dans sa 3e année, hein, c'est pas non plus un joueur qui a énormément d'expérience, donc c'est très 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 encourageant. Arnaud disait tout à l'heure qu'il faisait une très bonne saison, c'est vrai, il fait une très bonne saison, mais il manquait encore un peu de régularité parce que son début de saison était un petit peu en dents de scie. Il y avait des pourcentages qui parfois étaient un petit peu... parfois il shootait à 20% pendant un match, c'était un petit peu bizarre parce que le lendemain il shootait à 55%. Là, depuis un mois, il est très 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 régulier. Comme par hasard, Kemba Walker est absent depuis quelques matchs, c'est lui qui a repris les rênes. On sent que c'est un joueur qui est déjà mature en fait, et il n'a que 21 ans et c'est ça qui est le plus impressionnant. Je pense que ces progrès, c'est surtout dans la dureté. Il était un peu... comment le comparer, peut-être une sorte de Bambi sur soft, les 2 premières années, un peu soft, et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il a effectivement acquis quelque chose là, passé un cap en termes de dureté, ce qui est fondamental pour pouvoir être régulier, être constant justement pour porter une équipe. C'est le cas de tous les grands joueurs, hein. Il y a pas de secret, donc lui il est en train de passer ce cap là. Alors où ça va le mener, est-ce qu'on peut le comparer à Kevin Durant? J'ai un peu de mal parce que je suis d'accord dans la fluidité, c'est un joueur incroyablement fluide, qui a des fondamentaux parfaits, etc., qui est très complet. Je trouve qu'il a un volume de jeu peut-être plus all-around que Durant, même si j'ai bien conscience que les grands fans de Kevin Durant vont hurler, mais j'ai le sentiment qu'il a un côté plus all-around, donc être capable un petit peu d'être partout. Bon, Durant aussi, hein, évidemment, mais peut-être pas au même âge. Peut-être pas au même âge. Effectivement, Durant était peut-être plus dans sa panoplie de shooter, de grand attaquant, grand attaquant à la Marseillaise à l'époque, et qu'il a effectivement élargi sa palette au fil du temps. Donc voilà, après, non, c'est un joueur qui a un peu comme Doncic. Je pense qu'au contraire, ils ont un côté assez comparable l'un comme l'autre, même si Doncic est peut-être plus volumineux physiquement, etc. Mais je trouve qu'il y a dans leur jeu, dans leur capacité à être justement de jouer un petit peu toutes les positions et d'être capable d'être efficace partout, une vraie capacité à ressembler à Doncic, ouais. Il y a une question de contexte. C'est vrai que Jayson Tatum a eu la chance de tomber dans une équipe où il a toujours eu des bons joueurs à côté de lui. Et il a surtout un coach qui est extrêmement structuré, qui vient du milieu universitaire, donc qui sait ce que c'est que développer des jeunes joueurs. À l'inverse, un joueur comme Trae Young, on le voit dans une équipe qui est en totale reconstruction, on lui a laissé peut-être un peu trop tôt tous les ballons d'une certaine manière. Ses statistiques ne sont-elles pas... C'est paradoxal de dire ça, mais le début de la fin, c'est-à-dire qu'il en a tellement fait, on est en train de tellement l'attendre qu'il y a un moment où on va se lasser peut-être de ce joueur, ou alors au contraire, est-ce que vous pensez que ce qu'est en train de faire Atlanta, de reconstruire touche par touche, il leur manquait Collins, il est revenu, ils n'avaient pas vraiment de pivot, ils ont Capella, ça va faire qu'on va découvrir que Trae Young peut être de ce niveau-là? Oui, enfin moi en tout cas c'est pardon, c'est mon avis personnel. Je pense qu'aussi Atlanta c'est une situation un peu particulière comme tu l'as évoqué Xavier. John Collins a été suspendu pendant plus de 25 matchs à un moment dans la saison. Ils n'avaient pas de pivot, ils viennent de le recruter. Ils n'ont jamais joué encore tous les trois ensemble, hein, ce noyau fort, Trae Young, John Collins, Clint Capella. Donc c'est vrai que on s'attendait peut-être à quelque chose de différent en début de saison pour Atlanta. Franchement, on ne les voyait pas aller en play-off, mais au moins ne pas être aussi bas au classement. Mais c'est une équipe, je pense qu'il faut lui donner une chance pour le moment, parce qu'on n'a pas encore vu exactement de quoi ils étaient capables, parce qu'ils n'ont jamais pu jouer vraiment ensemble. Et ils n'ont peut-être pas un coach qui est encore très expérimenté, qui tâtonne un peu. Donc je pense que Trae Young, pour l'instant, ce qu'il fait, c'est très bien. Après, lui donner les clés, en fait, ils n'ont pas vraiment le choix. Atlanta, c'est le joueur qui a le plus de talent. Donc, quand tu as un joueur qui a beaucoup de talent, tu lui donnes les clés du camion et un point, c'est tout. Je voudrais nuancer, mais c'est quelque chose que j'ai déjà dit tout à l'heure. Après, c'est une conviction toute personnelle. Je pense que Trae Young sera aussi efficace que ce qu'on voudra bien lui donner et ce que le style de jeu de la NBA voudra bien lui donner. Si on revient, parce que beaucoup de gens commencent à dire on est tellement tourné vers l'extérieur que dans les années à venir, on va aller chercher des paniers à 2 points, des paniers faciles. Un Trae Young, il décochera quelques flèches à 10 mètres et puis on sera mon Dieu, il est toujours aussi fort. Mais je suis pas complètement d'accord avec cette analyse, parce que c'est pas qu'un shooter. C'est pas que, mais je pense que aujourd'hui on a un joueur qui guide une équipe qui n'est pas compétitive, donc tu ne sais pas dans quel état d'esprit les franchises qui ont quelque chose à jouer, qui affrontent Atlanta, dans quel état d'esprit elles sont. Et il y a des équipes qui peuvent choisir de laisser Trae Young faire son œuvre en disant ça ne nous dérange pas qu'un joueur comme Trae Young mette 45 points du moment qu'on gagne à la fin.
tu Sa sais limite, pas, tu sais pas trop. n'est-ce pas le physique, peut-être? Ouais. Aussi, Je pense c'est un joueur, il faut rappeler, il fait 1m85 selon les mensurations de la NBA. Il est très léger, C'est même une s'il a crevette. pris, il a pris du poids hein, cet été. Il a pris plus de 7 kilos parce il a mis l'accent sur la musculation. Hein, c'est ce qu'Atlanta avait dit. Mais il part de loin. C'est un joueur sur lequel on avait beaucoup de doutes avant même qu'il arrive en NBA. On se demandait si vraiment il pouvait jouer en NBA en fait. Je pense qu'à un moment, alors certes, il est dans la plus mauvaise équipe de la ligue, Très bien résumé. en fait. mais attendez, il a fait joue plus à- déjà que ce qu'on attendait. Voilà. il fait Donc 30 points de moyenne c'est et fondamental. malgré tout, alors oui, c'est un attaquant, tout ça, il tourne à 9 passes de moyenne. C'est un des meilleurs passeurs de la ligue aussi. Il fait jouer les Russell autres. Westbrook aussi, et on sait comment joue, et James Harden aussi, Attention, et on voit bien. là on parle, voilà, Non, c'est un n'oublions meneur pas avec aujourd'hui, la avec NBA un QI basket différent là. La NBA contemporaine produit des chiffres. Oui. Il faut aussi prendre un peu de distance par rapport aux chiffres bruts, parce que le jeu aujourd'hui produit des chiffres. Pourquoi on a de plus en plus de joueurs qui font des séries de triple-double, etc. C'est aussi parce que les chiffres ont explosé à tous les niveaux. Donc tout évidemment. La façon de les calculer et Et même la façon d'arbitrer, Voilà. la façon de jouer. Les attaquants sont protégés, etc. Et les 9 passes, tu peux faire la corrélation avec James Harden tout seul à Houston, il peut tourner en triple-double. Tu rajoutes Oui, quelqu'un qui va phagocyter des ballons, mais finalement, il n'est plus qu'à 7 passes cette saison. Je suis d'accord, À il faut Atlanta, pas, t'as personne pour venir faire les il faut passes. pas se focaliser sur les chiffres, mais James Harden, Russell Westbrook, ils jouent avec des joueurs qui ont quand même un autre niveau que ceux d'Atlanta. Trae Young a le mérite d'essayer de faire jouer des joueurs qui quand même ne sont pas à son niveau en termes de talent. Il y a un joueur que je n'ai pas cité, on a cité 4 joueurs là, essentiellement. Ah, ça, si, je l'ai cité d'ailleurs dans l'introduction, mais on n'en a pas reparlé depuis. Et est-ce qu'il aurait mérité, selon vous, d'être parmi ces 4-là, c'est Ja Morant? Parce que lui, il fait moins de chiffres, des bons chiffres, mais moins de chiffres. Pour autant, il mène déjà son équipe en play-off. Ah, mais moi, je suis fan complet. Il est rentré en NBA en étant clutch. Rappelez-vous, l'un de ses tout premiers matchs où il avait à la fois ramené, je crois, provoqué la prolongation, ensuite fait un contre décisif contre les Nets. Je crois que c'était contre Irving. Rappelons déjà que c'est le meneur de Memphis pour ceux Alors, qui... c'est le meneur de Memphis, connaîtraient bien pas sûr. trop, Meneur qui de Memphis, un jeu électrique, archi excitant. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Enfin, moi, j'adore. quasi Voilà. inconnu il y a 1 an et demi. Ouais, avec un parcours un peu heurté, etc., universitaire. Bon, ce gamin-là, il est arrivé par la grande porte début octobre, quasiment 5 jours après le coup d'envoi de la NBA. Il est clutch sur un match contre les Nets. Voilà, quoi, welcome à NBA. Et il a un physique, sur le coup... on se dit, il n'a pas l'air bien gros physiquement, il n'a pas l'air bien solide, et il va vous claquer des machins sur la tête des grands. Il a été clutch plusieurs fois. Voilà, c'est un joueur exceptionnel dans son profil, dans son genre. Après, quelle carrière va-t-il faire? J'ai peur pour lui qu'il soit physiquement impacté très vite dans sa carrière, mais c'est un joueur assez unique en son genre. Et parmi les autres joueurs, puisque je voulais absolument rajouter Ja Morant parmi vraiment les leaders d'avenir, si on va dans les autres joueurs de 21 ans et moins, je vais vous citer quelques noms. Je vais vous demander de réagir, de savoir s'il y en a certains qui vous séduisent vraiment. Je pars pour un upside très très haut. Des joueurs comme Chet Gilgeous-Alexander, DeAndre Ayton, Marvin Bagley, R.J. Barrett, ou même Markelle Fultz, qui avait été numéro 1 de la draft et qui progresse au fur et à mesure qu'il retrouve son physique et la capacité à shooter. De tous ces joueurs, Amaury, je t'ai vu réagir un moment, sur qui t'as réagi? J'ai Markelle Fultz, moi je suis assez je suis intrigué parce qu'effectivement il a passé une sale saison avec son épaule et Philadelphie finalement il n'y a rien fait. Aujourd'hui c'est le meneur titulaire d'Orlando. C'est le meneur titulaire d'Orlando et j'ai presque envie de considérer qu'il vit sa première saison NBA aujourd'hui. Donc si c'est un peu biaisé, mais si on essaye de décaler les critères en disant Markelle Fultz dispute ta première saison NBA à Orlando, c'est pas si mal ce qu'il fait dans une équipe qui en plus navigue entre deux eaux, a du mal à se stabiliser, qui a quand même du star power avec Vucevic, avec Evan Fournier, Aaron Gordon. Donc je trouve qu'il a en 2 ans sans jouer quasiment, il a en fait récupéré un petit package de maturité qui fait que là première saison, une première vraie saison, c'est solide. Et après un deuxième nom, moi que j'aimais bien, mais finalement plutôt décevant, je trouve, dans l'ensemble, c'est DeAndre Ayton, parce que c'est un pivot phénomène au moment où il est drafté. On se dit tiens, on a éventuellement
un nouveau futur pivot. Devant Doncic, je rappelle. Voilà, devant Doncic, on a un nouveau futur pivot capable de jouer extérieur, de mettre de l'impact, de défendre. Et puis au final, comme on le répète souvent, mauvaise franchise, hygiène de vie, suspension. Voilà, on se retrouve avec un joueur qui a creusé déjà un peu sa trajectoire, quoi. Arnaud, parmi les noms que j'ai cités, il y en a un, je voulais t'interroger. Chez Gilgeous-Alexander. Ouais, je suis fan. Ouais. Je voulais t'interroger sur R.J. Barrett parce que je sais que tu suis les Knicks toujours un petit peu d'un œil parce que c'est quand même une franchise historique, mais non, toi c'est chez Gilgeous-Alexander, donc le meneur arrière du Thunder, canadien, joueur extrêmement mais en fait très très poli dans le sens et son jeu est poli. Oui, et puis on voit que c'est quelqu'un déjà de bien structuré dans sa tête et puis surtout dans son jeu. Moi, je trouve qu'il a déjà un jeu extrêmement mature à son âge. Voilà, joueur canadien, formé dans le système universitaire américain, mais joueur canadien qui fait une saison assez remarquable dans un contexte à Oklahoma City qui était en reconstruction. On sait aujourd'hui qu'au KC, le Thunder est l'équipe la plus peut-être surprenante dans ses résultats dans la conférence Ouest. On commence d'ailleurs à parler de Billy Donovan comme coach de l'année. Oui, ce qui est quand même... Alors qu'il a failli se faire virer environ tous les jours depuis 2 ans. Donc, et qu'il a été défoncé par moi le premier d'ailleurs ces dernières années pour son incapacité à faire jouer ensemble et intelligemment son équipe. Mais bref, donc je pense la recette un peu du Thunder cette année, c'est probablement Billy Donovan, rendons-lui grâce de tout ça, mais c'est aussi ce jeune joueur-là qui est une glue sur un terrain et qui va dans une équipe et qui va devenir une glue, joueur qui fait tout bien, fédérer, etc., à la fois hors du terrain et puis en même temps sur le terrain qui bouge tous les trous en fait, et il va à terme forcément, je pense que la franchise est pour lui, quoi. Aujourd'hui, il y a Danilo Gallinari, mais Dennis Schroeder, etc. Mais je pense que le futur de cette franchise est peut-être Shai Gilgeous-Alexander. Sandro, tu auras la dernière question. Tu as cette chance-là. En même temps, je ne sais pas si c'est une chance parce que je vais te demander d'aller vraiment aller chercher un peu dans le marais des joueurs, mais une grosse cote. Tu vois, là j'avais cité le 2e niveau d'une certaine manière, mais des joueurs qui sont encore pas mal, mais pas tant que ça. Je sais pas, des Kobe White, des Rui Hachimura. J'ai envie de te citer 2 joueurs parce que c'est vrai que je réfléchissais à ça un peu pour me démarquer un peu par rapport à mes 2 collègues. Il y a un joueur que j'aime beaucoup à Denver, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais le peu qu'on a vu, c'est vraiment pas mal. C'est Michael Porter Jr., qui est un ailier, un poste 3-4, plutôt 4 d'ailleurs aujourd'hui en NBA, qui est un très très bon shooter, un très très bon attaquant qui est capable de dégainer très vite. On l'a vu à Denver il y a quelques semaines quand Mike Malone a décidé de le faire jouer un petit peu, que sur un temps de jeu assez court, il était capable de beaucoup scorer, de défendre pas si mal que ça. Alors c'est un joueur qui, il y a 2 ans, avant la draft, était même annoncé numéro 1. Il a eu des gros problèmes au dos, ce qui l'a fait beaucoup reculer dans la draft il y a 2 ans, qui a été sélectionné en 15e position par Denver. Mais je pense qu'il faut vraiment l'observer. Et le 2e joueur, ça va peut-être faire plaisir à Arnaud, mais moi j'aime beaucoup Mitchell Robinson, le pivot des Knicks. Je pense que c'est un très bon défenseur qui malheureusement a encore beaucoup de marge. C'est un joueur qui tourne à plus de 2 comptes par match. Disons qu'il a heureusement beaucoup de marge, malheureusement du mal à l'exploiter à New York. Voilà, il n'est pas très bien exploité à New York. Je comprends pas très bien le temps de jeu. Des fois, il joue 30 minutes, des fois, il joue 10 minutes. Après, il faut pas oublier qu'il a des problèmes de faute et c'est là son plus gros défaut selon moi. Mais je pense qu'il y a une vraie marge, il y a quelque chose. J'espère que New York, avec leur nouveau coach, peut-être Tom Thibodeau, qui est un bon coach défensif, arrivera à le faire jouer de manière régulière. Non, Amaury, sans explication, on n'a plus trop le temps, mais pareil, un joueur qui te plaît, une cote, quelqu'un. Alors, on va essayer de faire vite, mais après, là, je trouve qu'on a quand même sorti pas mal de noms, donc j'aurais pas envie. En fait, je vais faire le non-choix, c'est-à-dire de dire, je vois pas un mec qui parce qu'en fait, quand même, on essaye de se dire, on en parlait pour Shai, c'est franchise player ou pas. Et est-ce que je vois dans la ligue aujourd'hui un mec capable de prendre les rênes d'une franchise, à part ceux qu'on a mentionnés là, non. Je n'aimais pas trop le début de ta réponse, je préfère la fin. Voilà, voilà, effectivement. Le petit Kobe White à Chicago est à suivre de très près, quand même. Arnaud, j'arrête pas de dire que je finis, mais je vais quand même finir. Je vais finir avec toi. Sekou Doumbouya. Il joue à Détroit. Bien. Félicitations. C'est là qu'on voit les journalistes professionnels. Et il est toujours, je pense, le plus jeune joueur de la NBA. Est-ce que il a non pas le profil d'un franchise player, mais d'un
d'un joueur qui peut être dans les 10-15 de cette génération dont on vient de parler, où on a quand même cité des beaux noms. Il est façonné physiquement pour la NBA, donc forcément il a tout son avenir dans cette ligue. Il a démontré sur quelques matchs en janvier qu'il avait des capacités déjà à jouer, à avoir des minutes. Bon, il est en apprentissage, il faut pas en attendre. Je trouve qu'on s'est peut-être un peu emballé en janvier quand il a enchaîné notamment le fameux dunk qui a fait un peu le tour du monde, et j'ai l'impression qu'on est on s'est un peu emballé un peu vite. Voilà, il faut lui laisser le temps de prendre la mesure un peu de ce qui lui arrive. Ce garçon-là va très vite dans tout ce qu'il entreprend depuis plusieurs saisons maintenant. Voilà, de là à devenir la nouvelle icône française en NBA, on va peut-être attendre un peu, mais il a en effet un physique et une capacité à brûler les étapes, enfin brûler, le terme est peut-être impropre, mais en tout cas à franchir les étapes avec méthode et avec raison, etc. Donc je pense que ce garçon-là, oui, a un avenir. De là à être franchise player, on attendra un peu avant de se prononcer là-dessus. Merci beaucoup messieurs, à un prochain Step Back la semaine prochaine où on parlera probablement encore de NBA. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.